Je vais vous lire le chapitre 3 de Tamango de Prosper Mérimée. Quand il se réveilla, le vaisseau était déjà sous voile et descendait la rivière. Tamango, la tête encore embarrassée de la débauche de la veille, demanda sa femme Aïché. On lui répondit qu'elle avait eu le malheur de lui déplaire et qu'il l'avait donné en présent au capitaine Blanc, lequel l'avait emmené à son bord. À cette nouvelle, Tamango, stupéfait, se frappa la tête. Puis il prit son fusil. Et comme la rivière faisait plusieurs détours avant de se décharger dans la mer, il courut par le chemin le plus direct à une petite anse éloignée de l'embouchure d'une demi-lieue. Là, il espérait trouver un canot avec lequel il pourrait joindre le brick, dont les sinuosités de la rivière devaient retarder la marche. Il ne se trompait pas. En effet, il eut le temps de se jeter dans un canot et de joindre le négrier. Le doux fut surpris de le voir, mais encore plus de l'entendre redemander sa femme. Bien donné ne se reprend plus, répondit-il, et il lui tournait le dos. Le noir insista, offrant de rendre une partie des objets qu'il avait reçus en échange des esclaves. Le capitaine se mit à rire, dit qu'Aïché était une très bonne femme, et qu'il voulait la garder. Alors le pauvre Tamango versa un torrent de larmes et poussa des cris de douleur aussi aigus que ceux d'un malheureux qui subit une opération chirurgicale. Tantôt il se roulait sur le pont en appelant sa chère Aïché, tantôt il se frappait la tête contre les planches comme pour se tuer. Toujours impassible, le capitaine, en lui montrant le rivage, lui faisait signe qu'il était temps pour lui de s'en aller. Mais Tamango persistait. Il offrit jusqu'à ses épaulettes d'or son fusil et son sabre. Tout fut inutile. Pendant ce débat, le lieutenant de l'Espérance dit au capitaine « Il nous est mort cette nuit 3 esclaves. Nous avons de la place. Pourquoi ne prendrions-nous pas ce vigoureux coquin qui vaut mieux à lui seul que les 3 morts ?» Le doux fit réflexion que Tamango se vendrait bien à 1000 écus, que ce voyage, qui s'annonçait comme très profitable pour lui, serait probablement son dernier, qu'enfin, sa fortune étant faite, et lui renonçant au commerce d'esclaves, peu lui importait de laisser à la côte de Guinée une bonne ou une mauvaise réputation. D'ailleurs, le rivage était désert et le guerrier africain entièrement à sa merci. Il ne s'agissait plus que de lui enlever ses armes, car il eût été dangereux de mettre la main sur lui pendant qu'il les avait encore en sa possession. Le doux lui demanda donc son fusil, comme pour l'examiner et s'assurer s'il valait bien autant que la belle Aïché. Donc là, on voit qu'il considère qu'une femme, ça vaut pas plus qu'un fusil, en fait. En faisant jouer les ressorts, il eut soin de laisser tomber la poudre de l'amorce. Le lieutenant, de son côté, maniait le sabre, et Tamango, se trouvant ainsi désarmé, 2 vigoureux matelots se jetèrent sur lui, le renversèrent sur le dos et se mirent en devoir de le garrotter. La résistance du noir fut héroïque. Revenu de sa première surprise et malgré le désavantage de sa position, il lutta longtemps contre les 2 matelots. Grâce à sa force prodigieuse, il parvint à se relever. D'un coup de poing, il terrassa l'homme qui le tenait au collet, il laissa un morceau de son habit entre les mains de l'autre matelot et s'élança comme un furieux sur le lieutenant pour lui arracher son sabre. Celui-ci l'en frappa à la tête et lui fit une blessure large mais peu profonde. Tamango tomba une seconde fois. Aussitôt, on lui lia fortement les pieds et les mains. Tandis qu'il se défendait, il poussait des cris de rage et s'agitait comme un sanglier pris dans les toiles. Mais lorsqu'il vit que toute résistance était inutile, il ferma les yeux et ne fit plus aucun mouvement. Sa respiration forte et précipitée prouvait seule qu'il était encore vivant. « Parbleu !» s'écria le capitaine Ledoux. « Les Noirs qu'il a vendus vont rire de bon cœur en le voyant esclave à son tour. C'est pour le coup qu'ils verront bien qu'il y a une providence. » Cependant, le pauvre Tamango perdait tout son sang. Le charitable interprète, qui la veille avait sauvé la vie à 6 esclaves, s'approcha de lui, banda sa blessure et lui adressa quelques paroles de consolation. Ce qu'il put lui dire, je l'ignore. Le noir restait immobile, ainsi qu'un cadavre. Il fallut que 2 matelots le portassent comme un paquet dans l'entrepont, à la place qui lui était destinée. Pendant 2 jours, il ne voulut ni boire ni manger. À peine lui vit-on ouvrir les yeux. Ses compagnons de captivité, autrefois ses prisonniers, le virent paraître au milieu d'eux avec un étonnement stupide. Telle était la crainte qui leur inspirait encore, que pas un seul n'osa insulter à la manière de celui qui avait causé la leur. Favorisé par un bon vent de terre, le vaisseau s'éloignait rapidement de la côte d'Afrique. Déjà sans inquiétude au sujet de la croisière anglaise, le capitaine ne pensait plus qu'aux énormes bénéfices qui l'attendaient dans les colonies vers lesquelles il se dirigeait. Son bois d'ébène se maintenait sans avarie. Point de maladie contagieuse, 12 nègres seulement, et des plus faibles étaient morts de chaleur. Donc on dirait que 12 hommes qui sont morts, c'est pas grave en fait, c'est pas grand-chose. Et donc
on voit encore une fois que ce capitaine Ledoux, finalement, c'est vraiment un barbare. Afin que sa cargaison humaine souffrit le moins possible des fatigues de la traversée, il avait l'intention de faire monter tous les jours ses esclaves sur le pont. Tour à tour, un tiers de ces malheureux avait 1 heure pour faire sa provision d'air de toute la journée. Une partie de l'équipage les surveillait armés jusqu'aux dents, de peur de révolte. D'ailleurs, on avait soin de ne jamais ôter entièrement leurs fers. Quelquefois, un matelot qui savait jouer du violon les régalait d'un concert. Il était alors curieux de voir toutes ces figures noires se tourner vers le musicien, perdre par degrés leur expression de désespoir stupide, rire d'un gros rire et battre des mains quand leur chaîne le leur permettait. L'exercice est nécessaire à la santé. Aussi, l'une des salutaires pratiques du capitaine Ledoux, c'était de faire souvent danser ses esclaves comme on fait piaffer des chevaux embarqués pour une longue traversée. Allons, mes enfants, dansez, amusez-vous, disait le capitaine d'une voix de tonnerre en faisant claquer un énorme fouet de poste. Et aussitôt, les pauvres noirs sautaient et dansaient. Donc on voit qu'il détourne totalement le plaisir de la danse et sa dimension libératrice en fait, puisque ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne doivent qu'obéir. Quelque temps, la blessure de Tamango le retint sous les écoutilles. Il parut enfin sur le pont, et d'abord, relevant la tête avec fierté au milieu de la foule craintive des esclaves, il jeta un coup d'œil triste mais calme sur l'immense étendue d'eau qui environnait le navire, puis il se coucha, ou plutôt se laissa tomber sur les planches du tillac, sans prendre même le soin d'arranger ses fers de manière qu'ils lui fussent moins incommodes. Ledoux, assis au gaillard d'arrière, fumait tranquillement sa pipe. Près de lui, Aïché, sans fer, vêtue d'une robe élégante de cotonnade bleue, les pieds chaussés de jolies pantoufles de maroquin, portant à la main un plateau chargé de liqueurs, se tenait prête à lui verser à boire. Il était évident qu'elle remplissait de hautes fonctions auprès du capitaine. Un noir, qui détestait Tamango, lui fit signe de regarder de ce côté. Tamango tourna la tête, l'aperçut, poussa un cri et, se levant avec impétuosité, courut vers le gaillard d'arrière avant que les matelots de garde eussent pu s'opposer à une infraction aussi énorme de toute discipline navale. « Aïché !» cria-t-il d'une voix foudroyante, et Aïché poussa un cri de terreur. « Crois-tu que dans le pays des Blancs il n'y ait point de Mama Jumbo ?» Déjà les matelots accouraient le bâton levé, mais Tamango, les bras croisés et comme insensible, retournait tranquillement à sa place, tandis qu'Aïché, fondant en larmes, semblait pétrifié par ces mystérieuses paroles. L'interprète expliqua ce qu'était ce terrible Mama Jumbo, dont le seul nom produisait tant d'horreur. C'est le croque-mitaine des nègres, dit-il. Quand un mari a peur que sa femme ne fasse ce que font bien des femmes en France comme en Afrique, il la menace du Mama Jumbo. Moi qui vous parle, j'ai vu le Mama Jumbo, et j'ai compris la ruse. Mais les Noirs, comme c'est simple, cela ne comprend rien. Figurez-vous qu'un soir, pendant que les femmes s'amusaient à danser, à faire un folgare, comme ils disent dans leur jargon, voilà que d'un petit bois bien touffu et bien sombre, on entend une musique étrange, sans que l'on vît personne pour la faire. Tous les musiciens étaient cachés dans le bois. Il y avait des flûtes de roseau, des tambourins de bois, des balafosses et des guitares faites avec des moitiés de calebasse. Tout cela jouait un air à porter le diable en terre. Les femmes n'ont pas plutôt entendu cet air-là qu'elles se mettent à trembler, elles veulent se sauver, mais les maris les retiennent. Elles savent bien ce qui leur pendait à l'oreille. Tout à coup, sort du bois une grande figure blanche, haute comme notre mât de perroquet, avec une tête grosse comme un boisseau, des yeux larges comme des écubiers, et une gueule comme celle du diable avec du feu dedans. Cela marchait lentement, lentement, et cela n'alla pas plus loin qu'à demi-encablure du bois. Les femmes criaient « Voilà Mama Jumbo !» Elles braillaient comme des vendeuses d'huîtres. Alors les maris leur disaient « Allons coquines, dites-nous si vous avez été sages, si vous mentez, Mama Jumbo est là pour vous manger toute crue. » Il y en avait qui étaient assez simples pour avouer, alors les maris les battaient comme plâtre. « Et qu'était-ce donc que cette figure blanche, ce Mama Jumbo ?» demanda le capitaine. « Eh bien, c'était un farceur affublé d'un grand drap blanc, portant, au lieu de tête, une citrouille creusée et garnie d'une chandelle allumée au bout d'un grand bâton. Cela n'est pas plus malin, et il ne faut pas de grands frais d'esprit pour attraper les noirs. Avec tout cela, c'est une bonne invention que le Mama Jumbo, et je voudrais que ma femme y crût. Pour la mienne, dit Ledoux, elle n'a pas peur de Mama Jumbo, elle a peur de Martin Bâton, et elle sait de reste comment je l'arrangerai si elle me jouait quelque tour. Nous ne sommes pas endurants dans la famille des Ledoux, et quoique je n'ai qu'un poignet, il manie encore assez bien une garcette. Quant à votre drôle, là-bas, qui parle du Mama Jumbo,
Dites-lui qu'il se tienne bien et qu'il ne fasse pas peur à la petite mère que voici, ou je lui ferai si bien ratisser l'échine que son cuir de noir deviendra rouge comme un roast-beef cru. À ces mots, le capitaine descendit dans sa chambre, fit venir Aïché et tâcha de la consoler. Mais ni les caresses, ni les coups même, car on perd patience à la fin, ne purent rendre traitable la belle négresse. Les flots de larmes coulaient de ses yeux. Le capitaine remonta sur le pont de mauvaise humeur et querella l'officier de quart sur la manœuvre qu'il commandait dans le moment. Donc on voit à quel point les femmes sont traitées par les hommes comme des objets, que ce soit les femmes des esclaves, mais aussi les femmes des aristocrates de l'époque, qui sont aussi finalement traitées par leur mari comme des objets, qui doivent leur obéir. Ils ont un droit de vie et de mort sur elles, et donc ils peuvent les battre autant qu'ils le souhaitent. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.